Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition des figures marquantes de notre histoire. Donc, une série, je vous le rappelle, qui est consacrée aux grands personnages qui ont marqué l'histoire du Québec dans toutes les sphères de l'activité humaine. Donc, il sera ce soir question d'un grand homme de théâtre, Gratien Gélinas. Gratien Gélinas est né en 1909 et est décédé en 1999. Il a traversé le siècle. Gratien Gélinas a été un comique, un comédien, un auteur, un cinéaste, a été aussi un directeur de théâtre. Il devient la coqueluche des Canadiens français à la fin des années 30, grâce à son personnage, dont vous avez sûrement entendu parler, son personnage de Fridolin. Fridolin, qui est cet adolescent un peu fantasque, un peu naïf, qui ose dire ses 4 vérités aux adultes. Fridolin qu'on découvre d'abord à la radio, et puis qu'on peut voir lors de revues, de 9 revues, qui sont produites par Gratien Gélinas de 1938 à 1946, donc, des revues qui sont produites par lui et qui permettent de le faire connaître, ce personnage, et beaucoup apprécié. Ces revues ont beaucoup de succès. Mais par la suite, Gratien Gélinas se distingue comme dramaturge. Un dramaturge. On peut dire que 2 de ces 4 pièces sont devenues de vrais classiques de notre dramaturgie. Je pense bien sûr à Ticoque, mis en scène la première fois en 1948 et porté au grand écran en 1953. Je pense aussi à Bouzille et les Justes, qu'on peut voir au théâtre pour la première fois en 1959. Alors ces 2 pièces, c'est le condensé de ce qui fera le succès de Gratien Gélinas, c'est-à-dire des pièces qui se passent au Québec, qui ont une couleur canadienne-française par la langue qui est parlée, par les personnages qu'on peut voir, mais qui traitent, on le verra, de thèmes universels qui peuvent toucher tout le monde. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que ces pièces ont été traduites en anglais et jouées un peu partout. Ces pièces aussi sont à la fois comiques, sont à la fois tendres, mais aussi parfois dramatiques et tragiques, surtout dans le cas de Ticoque, par exemple, et aussi dans le cas de Bouzille et les Justes. Alors, par la suite, ce qui est frappant aussi dans le cas de Gratien Gélinas, c'est qu'il a eu beaucoup d'ambition. Quand on lit sa biographie, on voit qu'il a eu beaucoup d'ambition pour lui, comme artiste, bien sûr, mais il a eu aussi beaucoup d'ambition pour le théâtre de son pays. Il a voulu que les dramaturges du Québec, du Canada français, aient une institution pour jouer, pour se faire connaître, pour se produire. Et c'est pour cette raison qu'avec beaucoup de détermination, beaucoup d'énergie, il a voulu créer une institution pour eux, la Comédie canadienne, qui va ouvrir ses portes pour la première fois, donc en 1958, une salle tout près d'ici qui contenait 1200 places et qu'il va diriger pendant plusieurs années. Pour nous parler donc de ce personnage hors norme, nous avons invité, c'est la seule fois qu'on fera ça durant cette série, c'est-à-dire nous avons invité un de ses enfants. Gratien Gélinas et sa femme Simone ont eu 6 enfants, 4 sont toujours vivants. Donc, nous avons invité son petit dernier, son Benjamin, qui donc l'a connu évidemment très bien, comme tous les enfants, on l'espère. Mais si nous l'avons invité, c'est aussi parce qu'il est documentariste, parce qu'il a fait un documentaire en 2009 sur son père, documentaire qui s'intitule « Gratien Gélinas, un géant aux pieds d'argile », un titre un peu mystérieux, on va essayer de comprendre pourquoi. Et donc, je vous prie d'accueillir chaleureusement Pascal Gélinas. Bienvenue. Merci. Merci pour prendre place. On a l'impression que les Gélinas, vous êtes un clan tissé serré. Vous avez fait ce documentaire sur votre père en 2009. On a avec nous en salle la biographe de Gratien Gélinas, Mme Anne-Marie Sicotte, qui est aussi une historienne, une romancière, qui a fait un travail absolument remarquable sur son grand-père. Tout à fait. Et donc, vous êtes un clan tissé serré. Vous voyez beaucoup, vous parlez encore de ce personnage? Disons qu'on n'est pas nécessairement une famille qui se voit très souvent, mais on a beaucoup côtoyé notre père dans son travail artistique. C'est-à-dire que on l'a peut-être moins connu comme père, comme ce que tous les gens vivent, mais au niveau de... Bon, prenons par exemple Michel... il a travaillé beaucoup avec Gratien. Il est devenu administrateur de la Comédie canadienne. Il a eu une relation d'affaires avec Gratien très poussée. Yves a fait de la mise en scène plus tard, mais il a travaillé à la Comédie canadienne, à la direction artistique, à la régie, aux éclairages.
Mon frère Pierre, justement, dans une des revues qui s'appelle Le Diable à quatre, il faisait les décors, il faisait les accessoires. Mon frère Alain faisait la régie. Et quand il y a eu, par exemple, le film Ticoc, ben, on a fait notre entrée au cinéma, Oui, c'est puisqu'on vrai. on C'est était vrai. figurants dans le film. C'est vrai. Et moi, ben, dans les dernières années de son travail d'auteur, j'ai pu discuter avec lui de l'écriture de ces deux dernières pièces. Donc, il y a eu cet échange au niveau professionnel qui compensait un peu cette absence du père. Et puis, c'est un bagage extraordinaire. C'est vraiment, c'est loin d'être un héritage lourd à porter. Au contraire, ça nous a enrichis. Prenez simplement la Comédie canadienne, par exemple. Ben, moi, j'ai vu toutes les pièces qui ont été créées. J'ai vu les chansonniers, les comédies musicales. Et donc, c'est un bagage incroyable. Oui. Alors, vous avez raconté quelque part que à 17 ans, vous faites un voyage avec votre père, je crois en Gaspésie, vous revenez, donc le voyage est long, vous avez du temps, vous êtes en train, et vous lui posez des questions sur sa vie. Et peut-être pour la première fois, il vous parle de lui. Il va plus loin que les clichés peut-être habituels. Il prend un Ouais. peu le temps. Vous découvrez des choses étonnantes qui permettent d'éclairer peut-être une partie de son œuvre. Oui, c'est ça. J'avais 17 ans et donc je naviguais avec mon frère Yves sur le fleuve Saint-Laurent. Yves, qui est devenu navigateur par la suite, qui a fait un film où il fait le tour du monde en se filmant lui-même. Mais avant ça, on était donc sur le fleuve et Gratien vient nous rejoindre pendant une semaine. Et donc, je retourne avec lui de Montjoly à Montréal en train. Et là, j'avais mon père pour moi tout seul pendant cette nuit de train où manifestement on n'avait pas le goût de dormir. Et puis, je lui ai demandé de me raconter sa vie. Et puis, étonnamment, je la connaissais peu, sa vie. Et puis, il m'a raconté, dans le fond, tout son désir de faire un théâtre populaire. Il m'a parlé de Fridolin, de la radio, de la Comédie canadienne. Il m'a parlé de ses années de collège qu'il a tant aimées. Alors que nous, qui avons été pensionnaires, n'avons pas aimé nécessairement ces années-là. Pour lui, c'était une bénédiction parce que, bon, il est né en 1909, comme vous le disiez tout à l'heure, à Saint-Tite, dans le comté de Champlain. Et au bout d'un an, la famille déménage à Montréal parce que Mathias, son père, est sellier, mais il y a de plus en plus d'automobiles, donc le métier de sellier, il perd, De il perd au pertinence. change Oui. et donc il devient un habitant des villes. Et entre le grand-père Mathias et Geneva, son épouse, c'est la guerre. Rapidement, c'est deux tempéraments complètement différents. Mathias est un peu Roger Bontemps, c'est un conteur qui a beaucoup de plaisir à raconter des histoires et Geneva est une femme qui veut réussir socialement, qui rêve de posséder une maison. Et ils vont déménager une trentaine de fois. Ils vont habiter dans plusieurs quartiers de Montréal, mais aussi à Saint-Jérôme, à Berthierville, et j'en oublie, là. Ils ont dû... Alors, ce couple-là, finalement, se déclare la guerre assez rapidement. Et les deux enfants, c'est-à-dire Gratien et sa sœur Rolande, sont pris entre les deux. Et pour Gratien, ben, ça, j'apprenais ça cette nuit-là en train. Ben, pour lui, les années de collège, c'était une bénédiction parce qu'il pouvait enfin sortir de cet enfer familial. Pensionnaire, bien sûr, en plus, travailler dans les troupes qu'il y avait au collège. Et, euh, et j'ai compris aussi cette nuit-là ce que ça voulait dire pour lui un art populaire. Et ça m'est toujours resté, ça, cette volonté qu'il avait de vraiment rejoindre les gens avec une culture qui leur ressemble et qui est un miroir aussi de leur propre réalité. Alors, bien sûr, j'en ai appris beaucoup plus avec le temps. Et vous parliez du clan que nous formons, la famille. Bien, c'est sûr que Anne-Marie Sicotte, qui a écrit une Oui. très belle Oui. biographie sur Gratien, Oui. je ne sais pas si vous le savez. D'ailleurs, ça, c'est la deuxième édition ici qu'on a, là, qui est maintenant disponible. Oui. On est dans... Une bonne brique en livre de poche. Oui.
Mais c'est un privilège incroyable de pouvoir lire un livre sur sa famille. Et c'est un travail extrêmement documenté, très Très impressionnant. documenté Ouais. parce qu'on saisit l'époque, mais aussi on saisit l'homme, on saisit son tourment intérieur et on saisit sa démarche artistique. Et beaucoup de choses que nous, les enfants, on avait vécues de façon un peu intuitive, ben, disons que là, grâce au travail d'Anne-Marie, ben, ça prenait sa place. Il y avait une analyse qui nous permettait de faire les liens. Quand vous parlez justement de la famille, là, ce que vous avez peut-être pas dit, que vous dites bien dans votre documentaire aussi, c'est que le couple va se séparer. C'est quand même pas rien là, pour un couple des années 20. Puis pour une famille des années 20, le couple va vraiment se séparer et son père disparaître. Oui, et ça, c'est vraiment un drame que Gratien et sa sœur ont vécu. C'est-à-dire que Geneva doit rapidement travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Et vous savez que la loi de l'époque faisait qu'un mari pouvait carrément venir prendre les biens et l'argent de sa femme. Et Geneva devient féministe avant l'heure, c'est-à-dire qu'elle se rend compte que ça n'a pas de sens et elle demande une séparation légale. Donc la séparation lui est accordée, mais elle va même plus loin que ça. En 1929, parce qu'il s'agit d'en arriver au divorce et d'obtenir une pension alimentaire, elle accuse son mari d'avoir abusé de sa sœur à elle, Adrienne, qui avait alors 15 ans, au moment des faits allégués qui remontent à plusieurs années auparavant. Et donc, elle accuse elle accuse Mathias d'avoir mis sa jeune sœur enceinte et ensuite d'avoir organisé secrètement son avortement. Et dans le contre-procès, si on veut, ou la contre-poursuite que Mathias fait, il réfute tous les autres arguments que sa femme a énoncés, mais il ne parle jamais de cette accusation très grave. Et quand vient le moment du procès, Mathias a disparu. Il s'est enfui aux États-Unis. Pendant quoi, 20 ans? Oui, pendant 20 ans. Il va revenir de façon épisodique. Au début, il nous est présenté comme un oncle des États. Mais ça explique une chose qui est assez dramatique pour Gratien et sa jeune sœur, c'est que Geneva, bon, d'une part, parce que, par exemple, louer un appartement quand vous êtes séparés, c'était impensable à l'époque. Et donc, il s'établit ce secret où Geneva demande à ses enfants de dire que leur père est mort. Donc, Gratien, officiellement, est orphelin. Et Gratien, évidemment, qui est un jeune étudiant au collège, qui est passionné par le théâtre et tout ça, qui est un premier de classe aussi, est très réservé avec ses amis. Jamais il va parler de sa famille, jamais il va parler de sa pauvreté, parce que dans le fond, c'est par charité qu'il peut étudier au collège jusqu'au niveau de belles lettres, au cours classique. Et donc, ce secret va être très lourd et va expliquer que dans les personnages qu'il va créer, ce sont des orphelins, ce sont des laissés pour compte, ce sont des gens qui sont vulnérables. Qui ont une grande solitude. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de solitude dans ces personnages. Si on prend un petit pas de recul, on a ce passionné de théâtre qui est Gratien Gélinas, qui est tout jeune. À quoi ressemble l'offre de théâtre, l'offre dramaturgique dans le Montréal des années 20 et 30? Juste pour nous situer un petit peu en contexte, puis ensuite on pourra... Pour le jeune, est-ce que c'est envisageable pour lui, là, à 15 ans ou 20 ans, de faire carrière, par exemple? Non, Gratien disait souvent que s'il y avait 5 personnes qui vivaient du théâtre au Québec à ce moment-là, c'était déjà exceptionnel. Et bon, il y avait le théâtre Stella, il y avait la troupe Barry Duquesne, il y avait du burlesque, il y avait Olivier Guimond, père et fils, il y avait La Poune. Mais disons que les pièces qui étaient présentées ici, très peu de temps, quelques jours, une semaine au maximum, venaient soit des États-Unis ou soit étaient importées d'Europe. Donc, on n'avait pas de culture à nous. C'est du burlesque ou du classique pour une certaine élite. Hein? Oui. On a l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup d'entre-deux. Vous avez dit justement, vous avez dit rapidement, votre père était
un personnage un premier de classe. Hein? Oui. Donc, c'est un premier de classe, il devient père de famille. Ce qui m'a beaucoup frappé en lisant sur sa vie, c'est qu'on est c'est l'antipode de la bohème. Exactement. C'est pas un personnage qui vit la bohème, qui prend de la drogue. Non, c'est un personnage qui est très concentré, qui est très discipliné. Oui. Et d'ailleurs, j'ai une citation d'une lettre à sa femme, si vous permettez que je vais vous lire, à sa femme qu'il écrit tout jeune, en 1934. Donc on est en février 1934. Toujours travailler, toujours lutter, sans répit, toujours sentir sur son dos le poids trop lourd de la responsabilité, ne jamais avoir la permission d'être jeune comme tous les autres. Pourtant, à ce moment-là, il fait du théâtre amateur. Vivre sa vie à côté d'êtres qui vous aiment mais ne vous comprennent pas. Ne jamais sentir l'épaule forte qui vous hisse plus haut, être plutôt l'épaule où s'appuient les autres avec toute leur faiblesse. Avoir gagné chacun de ses succès à force de ténacité, de volonté, à coup de persévérance, seul, se sentir seul physiquement devant l'effort et souvent moralement. Oui, et ça va l'accompagner toute sa vie, ça. Il va d'abord compter sur ses propres forces, bon, mis à part certains collaborateurs qu'il aura ensuite. Mais c'est ça, Gratien, d'abord en pleine crise économique, parce que le procès dont je vous parle, c'est en 1929, il aura sa résolution, le procès en 1931, mais la dépression est commencée. Gratien doit devenir un support de famille. Donc, il travaille chez Dupuis-Frères, à la sauvegarde. Il travaille dans les toiles et cotons chez Oui. Dupuis-Frères. Il vend la fin de semaine des chaussures et à un moment donné, il entend parler qu'il y a un boulot qui est peut-être disponible à la sauvegarde. Une compagnie d'assurance. Voilà. Dont il reste encore une affiche peinte sur un mur au coin de la place Jacques-Cartier. Ah oui. Ouais. Et donc, Gratien rencontre ma mère Simone en 1930, qui est une institutrice assez pieuse, assez réservée. Ils veulent se marier éventuellement, mais pour Gratien, c'est impensable de compter sur son métier d'artiste, qui n'est pas un métier à ce moment-là, puisqu'il joue dans les troupes amateurs. Donc, il s'inscrit au HEC pour devenir comptable. Parce que là, il se dit, oui, je pourrais me marier avec un vrai job. Mais il fait ça les soirs, en plus du théâtre, en plus de son travail. Pendant 4 ans, il suit ses cours à tous les soirs. Au lieu d'être une journée, c'est l'équivalent d'une journée, mais le soir. Et il joue dans des troupes amateurs. Et le seul soir qui lui reste pour aller fréquenter sa dulcinée, c'est le dimanche soir. Bon, ils finissent par se marier en 1935. Parce qu'à ce moment-là, il y a quelque chose d'assez étonnant qui se passe. C'est la radio qui a commencé. Et la radio permet à des artistes de se faire connaître et d'entrer dans les foyers de tout le Québec. Et c'est la chance qui est donnée à Gratien. Donc, il obtient un rôle, le rôle de Lionel Théberge, dans un radioroman qui s'appelle Le curé de village et qui est réalisé par Robert Choquette. Et Robert Choquette était à la fois l'auteur et le metteur en scène, ou le réalisateur, si on veut, de son émission. Et Gratien le voyait travailler avec énormément de soin, corrigeant jusqu'à la dernière seconde les textes, et écrivant aussi dans une langue vraiment canadienne-française, une langue qui reflétait la réalité des gens d'ici. Alors, ça a sûrement été une influence importante pour Gratien. Donc, Gratien se fait connaître comme comédien. En 1937, on lui propose de diriger une émission qui s'appelle Le Carrousel de la Gaîté. Et là, il crée le personnage de Fridolin. C'était une formule d'émission qui était inspirée un peu de ce que Jack Benny faisait à New York, 2-3 personnes autour d'un micro. Et donc, il y avait Lionel Daunet, Albert Cloutier et lui. Et là, le personnage de Fridolin est créé. Et très rapidement, parce que la satire qu'il fait de la réalité et tout ça intéresse les gens, ça a une énorme popularité. Le théâtre Saint-Denis, d'où c'est diffusé, se remplit à chaque semaine. Oui, parce que ça se fait devant public. Oui, tout à fait. Et il y avait quelques musiciens, puisque Lionel Daunet
était dans les variétés lyriques. Un peu comme à une certaine époque le Festival de l'humour, ou aujourd'hui l'émission à la semaine prochaine, donc des émissions humoristiques diffusées devant le public. Exactement. Et donc, quand ça commence, ce personnage de Fridolin à la radio, vous dites 1937, mais là, il fait le saut. Hein, il quitte son travail à la sauvegarde. Et là, il devient... C'est important. Comme artiste, il oui. peut gagner sa vie. Exactement. En fait, il triple son salaire à toute fin pratique. Il faisait peut-être 185 $ par mois à la sauvegarde, mais là, il en fait 300-400. Mais c'est tout un travail. Il doit écrire à chaque semaine. Lui, plus jeune, faisait des monologues. Alors là, il doit écrire pour les autres. Et c'est lourd. C'est une discipline d'écriture. Oui. Ça vient vite. Et il a cette audace, en 1938, de dire, ben, je vais faire le saut à la scène, je vais créer une revue qui s'appelle Fridolino. Oui. Et donc, en 1938, il monte cette revue avec Fred Barry et d'autres comédiens. Qui est son mentor. Qui est vraiment son mentor. C'est un personnage qui l'a beaucoup aidé et admiré. Oui. Fred Barry, vous pouvez le voir dans le film Ticoc, hein, pour les plus jeunes, c'est le personnage du beau-père, qui aurait pu devenir le beau-père de Ticoc. Oui, c'est le Rémi moi, c'est là que je l'ai Girard découvert. Hein. Oui, c'est là que je l'ai on veut. découvert, Fred Barry, vraiment. Oui. C'est un très grand acteur, Oui, c'est vrai. on pourrait le comparer à Jean Duceppe aussi d'une certaine façon au niveau du gabarit et tout ça. Et lorsque Gratien était adolescent et allait passer ses étés chez son oncle en Mauricie, un jour, son oncle l'amène à Shawinigan voir la troupe Barry Duquesne. Et il découvre Fred Barry qui joue dans un mélodrame qui s'appelle Martyr, qui devait être importé d'Europe, je présume. Et là, il est fasciné par cet homme. Et pensons-y, Gratien, qui n'a pas de père à toute fin pratique, ben, en découvre un, admire ce comédien et à un moment donné, dans une troupe amateur, il a la chance de l'avoir comme metteur en scène. Bon, donc leur amitié naît d'une certaine façon. Et il pouvait se permettre parfois de dire à Gratien Gélina, là, tu vas trop loin, ça, c'est pas bon, parce que c'était un metteur en scène exigeant. En 1938, donc, cette première revue, ça va durer, il y en aura 9 de suite, avec un grand succès. Oui. Hein, ça va marcher à Montréal ensuite. Parlons un peu du contenu. Les Fridolinades, c'est pas du burlesque, c'est drôle, il y a beaucoup d'humour, mais c'est pas du burlesque. C'est pas drôle pour être drôle, c'est pas un pur divertissement. On a l'impression qu'il y a un message, qu'il y a un regard sur la société. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire? C'est très fin, l'humour des Fridolinades. Et pensons au personnage de Fridolin aussi, qui est là dans presque tous les sketchs. Des fois, Gratien va jouer un autre personnage. Fridolin n'est pas là parce que le sketch est historique, etc. Mais lorsqu'il y a des changements de décor importants à faire, ben Fridolin passe devant le rideau et là fait des monologues. Et c'est un adolescent qui est un peu laissé pour compte, qui habite le faubourg à Amlas. Et puis, Son chandail du Canadien. Oui, avec son slingshot, ses culottes à l'époque où le Canadien n'était pas encore la légende qu'elle allait devenir, non? Mais voilà. Et donc, c'est le regard d'un adolescent naïf, mais en même temps anti-impérialiste, parce qu'on est à l'époque de la guerre, nationaliste aussi, pacifiste. Et c'est une satire de la société où la bigoterie, par exemple, est mise en scène, où l'Église catholique est critiquée, les politiciens... la vie politique, oui. Oui. Et la police, par exemple, on peut se permettre de rire de la police. C'est, comment dire, il réussit à ce moment-là à donner aux Québécois un reflet d'eux-mêmes, ce qui n'avait jamais été fait parce que un sketch qu'on verrait au cabaret de burlesque, comme vous disiez, va faire rire. Mais là, ça va beaucoup plus loin que ça, c'est que ça fait rire à partir de ce qu'on est. Par exemple, les femmes travaillent dans les usines de munitions, ça a des conséquences sur la famille. En même temps, ça fait l'affaire du système. Alors, tout ça est mis en scène dans les revues. Et c'est difficile à décrire, mais je vous dirais qu'il y a cette anthologie ici que Anne-Marie Sicotte a préparée récemment. Et je me suis permis de la lire cette semaine et je n'ai pas pu m'arrêter.
c'est vraiment très intéressant. C'est un humour qui est savoureux. Alors, après sa 9e revue, en 1946, il prend une décision qui n'était pas une décision qui allait de soi. Il décide de ne pas faire d'autres revues et de se consacrer à l'écriture d'une pièce de théâtre. Oui. Et si vous me permettez, Éric, de mentionner ceci, c'est que les revues sont faites pendant la guerre. Oui. Les revues critiquent différents aspects qui ont trait à la guerre. Donc, les censeurs du gouvernement surveillent ça de très près. Oui. Et c'est très dangereux de critiquer. D'ailleurs, Anne-Marie Scott cite un extrait de lettre d'un censeur qui a été assisté à une pièce. Il dit « Ça passe, mais il est un peu baveux sur tel aspect. » C'est ça. Il fait ses commentaires. Ouais. Et le censeur finit par dire ben, c'est très drôle. Oui, oui, et c'est ça. allons-y avec Ouais. ça. Donc, Gratien doit quand même fournir. Il fait un spectacle en 1941 pour soutenir l'effort de guerre. En 1945, il fait une espèce de publicité pour les bons de la victoire. Mais justement, les 2 dernières revues, 1945, il y a ce sketch qui s'appelle Le départ du conscrit. Et Gratien personnifie ce conscrit qui part pour Halifax pour s'en aller de l'autre bord et puis qui entre dans un restaurant, qui discute avec la serveuse. Et on sent toute cette amertume du Canadien français qui est utilisé, dans le fond, comme chair à canon pour défendre le Dominion. Ça a beaucoup de succès. Et donc, en 1946, Gratien revient avec ce personnage. Et là, c'est le retour du conscrit. Et on découvre que ce conscrit est orphelin, que la blonde qu'il a eue avant de partir ne l'a pas attendu et a marié quelqu'un d'autre. Et le succès, la réception de ça est telle que Gratien, en discutant avec ses proches, comme il le faisait pendant des heures et des heures pour chaque création qu'il faisait, se dit, ben oui, là j'ai un sujet de pièce. Et il se lance dans l'écriture de cette pièce. Ça lui prend 1 an. Toute fin pratique. Parce qu'il n'avait pas l'écriture facile. Non, il écrit très lentement. Il écrit... c'est pas un Marcel Dubé qui pouvait écrire une pièce en 2-3 mois. Mais évidemment, le résultat en valait la peine. Et donc, ça donne Ticoc, cet orphelin qui s'attire immédiatement la sympathie du public parce qu'il est interprété par son auteur. Son auteur, inconsciemment, se sent orphelin aussi, sûrement. Et puis, c'est une pièce qui soulève des réalités assez cruelles qui se vivaient au Québec. Par exemple, il y avait beaucoup d'orphelinats au Québec et les filles mères, ces femmes qui tombaient enceintes, devaient les confier à l'orphelinat où on trouvait souvent jusqu'à 700 enfants dans un seul orphelinat. Et aussi, c'est une pièce qui aborde ce tabou. Est-ce qu'une femme peut quitter son mari pour s'enfuir avec l'homme qu'elle aime? Donc l'amour, la famille, le dilemme entre les deux. Oui, et la morale très rigide de l'époque. C'est une pièce tragique au sens où il ne peut pas y avoir de happy ending. Il ne peut pas y avoir de belle fin. Parce que si là, sa femme, elle rompt avec sa famille, et s'il n'a pas sa femme, évidemment, il est malheureux de ne pas avoir... Bon. Donc, moi, ça m'avait beaucoup frappé, le tragique de cette pièce. Et puis, c'est une pièce qui a beaucoup touché les gens, parce que, pensons-y, on est en 1948. Qui n'a pas eu dans sa famille un frère, un oncle, un père qui revenait de la guerre, qui se sentait carrément laissé pour compte? C'est une réalité Donc, la pièce... un énorme succès. Un énorme succès. Et on peut dire que c'est la première véritable pièce canadienne-française. Il y avait eu des pièces écrites ici avant, mais souvent, c'est des pièces qui imitaient un peu le répertoire français. On parlait bien. Alors que là, il décide vraiment de prendre le langage des gens. Et lorsque la pièce se rend à 100 représentations, ce qui était exceptionnel, bon, là, on fait une grande cérémonie où on lui remet une plaque. Maurice Duplessis est là, Camillien Aude, le maire de Montréal. Il y a aussi Monseigneur Charbonneau. Charbonneau est le chef, donc les deux sont là. Il y a le chanoine Groux qui a donné son nom à la fondation Lionel Groux qui est présent. Donc, tout le gratin de Montréal...
le récompense d'une certaine façon. Et lorsqu'on est rendu à la 150e représentation, là, ce sont les étudiants de l'Université de Montréal qui demandent à leur université de décerner à Gratien un doctorat honoris causa. Et ça n'avait jamais été fait pour un artiste. Habituellement, on décernait un doctorat honoris causa à un financier très riche Oui. qui donnait de l'argent Oui, à l'université. Ça n'a pas tellement changé, d'ailleurs. Alors, alors voici que Gratien a cette distinction qui, pour la première fois, est donnée à un artiste et il en aura 13 dans toute sa vie C'est incroyable. de doctorat 13 comme doctorats ça. honoris causa. Une chose qui m'a frappé, disons le parcours peut-être de ce que sont devenus souvent les artistes qui ont eu du succès québécois à l'étranger ou canadiens-français, c'est d'abord la France. Une fois qu'on a du succès ici, Ouais. on se tourne vers la France Ouais. et puis peut-être qu'après on va vers les États-Unis. Mais ce n'est pas le cas de Gratien Gélina. Il fait traduire sa pièce et assez rapidement, c'est au Canada anglais et même aux États-Unis qu'il veut percer. Il a pensé essayer de produire soit une revue ou la pièce Ticoc en France, mais bon, il se rend compte que ça ne sera pas vraiment une bonne idée. Et aussi, ces quelques notions d'art dramatique, si on veut, il les a prises aux États-Unis. Malgré l'influence de Marcel Pagnol, vous dites. Oui, Pagnol il admirait beaucoup Pagnol parce que Pagnol mélangeait le comique et le drame d'une façon assez magnifique. Absolument, oui. Donc, c'est ça, ces influences peuvent peut-être provenir de Pagnol, mais si on veut ses intérêts... Alors, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que Gratien, d'abord, décide de faire des tournées avec ses pièces dans le Canada anglais. Oui. Ça n'avait jamais été fait. Et ça n'a jamais été fait dans l'autre sens depuis non plus. C'est-à-dire que pour la première fois, il l'a fait avec Ticoc, il l'a fait avec Bouzille et les Justes, il l'a fait avec Hier les enfants dansaient et sa 4e pièce, La Passion de Narcisse Mondou. De grandes tournées s'organisent au Canada. Et autant Gratien était l'enfant chéri des Québécois, il devient l'enfant chéri du Canada anglais. Parce que ces gens-là reconnaissent que la pièce est jouée par une troupe québécoise, donc peut-être avec Ça un s'entend, accent, oui. oui. Donc, ils savent très bien qu'il y a un fait français, il y a une culture française, mais la traduction leur permet de vraiment apprécier la pièce et ils développent un grand amour pour Gratien. Donc, justement, il va présenter la pièce au Canada anglais, mais il va aussi tenter sa chance, et là, ça, c'est pour lui, c'est le grand défi, à New York. Il va commencer par Chicago. Oui. Et là, on lui offre d'être sur Broadway. Alors, racontez-nous cet épisode. Bien, à ce moment-là, la pièce avait été jouée, je pense, 121 fois en anglais. Donc, on n'était pas aux premières... C'était bien rodé comme oui. spectacle. Oui. Et là, il se hasarde aux États-Unis, d'abord à Chicago. La pièce démarre lentement, les critiques sont mitigées, mais assez rapidement, ça s'emplit les salles, ça marche bien. Et rendu à la 3e semaine, on peut envisager un séjour assez prolongé à Chicago, ce qui donnerait une légitimité à la pièce. Et là, un théâtre de Broadway se libère. Et on sait que sur Broadway, les pièces peuvent durer 1 an, 2 ans. Donc, Gratien prend la pire décision de sa vie, peut-être, sans préparation, sans publicité adéquate. Avec un contrat un peu... Avec un contrat qu'il n'a jamais eu en main. Il a été floué, en fait, par ses vis-à-vis américains. Il s'était réservé une part substantielle des profits, je pense que c'était 25 %, et ça, c'était assez rare à l'époque. Donc, le producteur n'était pas vraiment intéressé à signer le contrat, mais peu importe, la pièce aurait pu marcher, et là, probablement que... Donc, tout le Québec suit ça. Ils savent que pour la première fois, une troupe canadienne-française se produit sur Broadway dans une pièce écrite par un Québécois avec des comédiens québécois. Tout le Québec suit ça. C'est comme un défi national, si on veut. Et les critiques sont mitigées. Les Américains disent, mais dans le fond, Ticoc, pourquoi Marie-Ange ne divorce pas pour se sauver avec lui? C'est très facile aux États-Unis de divorcer, alors qu'au Québec, ça ne se fait pas à l'époque. Et donc, la pièce joue 3 fois sur 2 jours. Elle a sa première le soir,
une deuxième l'après-midi et une dernière le soir. Et Gratien, en arrivant le deuxième jour, voit que c'est annoncé que la pièce va fermer. Pour lui, c'est une catastrophe. Cet homme qui a tellement besoin de la reconnaissance des autres, qui a tellement besoin de l'amour du public, est convaincu qu'il a perdu toute légitimité, il est vraiment défait. Et il a perdu beaucoup d'argent aussi. Oui, 100 000 $. Oui. 100 000 qu'il va 100 000 rembourser. en 1952, 51. Qu'il va rembourser pendant 20 ans en hypothéquant sa maison. Incroyable. Alors, il revient au Québec défait, vraiment défait, mais les gens d'ici l'appuient, Maurice Duplessis, les journalistes, tout ça, l'appuient, disent au diable les Américains, nous on aime ta pièce. Une autre tournée s'organise dans tout le Canada. Il va suivre une thérapie assez courte avec Carl Stern, qui est ce théoricien du stress. Mais la plus belle thérapie pour lui, c'est cette tournée qui s'organise dans tout le pays. Et il essaie de s'en sortir. Et qui débouche sur un film. Voilà. C'est qu'il reprend goût à la vie en 1952, lorsqu'il va voir France Film, M. Desèvres, qui dirige France Film. Il s'en allait là pour lui proposer une idée de film, et Desèvres lui dit « Pourquoi on ne ferait pas un film avec Ticoc? Il faut le faire, ça n'a pas de sens. » Et là, Gratien, qui pourtant a fait les HEC, veut être producteur de son film, par fierté, hein? Et donc, France Film prête de l'argent personnellement à Gratien, et Gratien finance la production. C'est une situation qui, économiquement, est folle parce qu'il arriverait une catastrophe, par exemple, un comédien est blessé ou le tournage s'arrête. Il prend tous les risques. Tout serait tombé sur lui. Il ne s'est même pas incorporé en compagnie. Alors, pourtant, le film se fait. C'est René Delacroix qui vient de France, qui a fait d'autres films au Québec, qui en fait la réalisation technique. Gratien fait la mise en scène. C'est le début au cinéma des Enfants Gélina, parce que nous sommes tous figurants dans le film. Voilà. Et ma sœur Sylvie sert de doublure à Monique Miller, qui joue Marie-Ange. Et le film obtient le prix du meilleur film canadien à l'époque. Et il y a une recension dithyrambique d'un certain René Lévesque, le 28 février 1953, dans le journal L'Autorité. Car c'est nous, cette histoire, qui rit et qui pleure, réalité rude et qui semblera peut-être informe à l'étranger. Mieux vaut prévoir le pire pour éviter les secousses. Étranger, mon ami, si ce film passe sur ton écran, dis-toi avant toute chose que là, pour la première fois, nous sommes. Bon nombre d'entre nous, en tout cas. Et c'est tel quel que nous sommes à prendre ou à laisser. Voilà. C'est beau, hein? Ah, il était très enthousiaste. Très beau cri du cœur. Et il avait fait une très belle critique aussi au moment de la pièce, René Lévesque. Donc le film Ticoc sort Gratien de sa morosité. Oui. Et donc, oui, ça, et une participation un festival de théâtre au milieu des années 50, qui va aussi être important, le festival de Stratford. Exactement. De la même façon qu'à Stratford, en Angleterre, on a un festival shakespearien, bien, la même chose existe ici en Ontario. Et pensons-y, Gratien n'a jamais fait de conservatoire ou d'école nationale. Il n'a aucune formation, sinon celle qu'il s'est donnée lui-même. Et là, Peter Langham, qui est directeur du festival de Stratford, a cette idée de génie en montant la pièce Henri V, où il y a la cour française et la cour anglaise, de demander à des comédiens du Québec de personnifier la cour française. Donc, en sachant qu'ils auront un accent, tout ça. Et là, Gratien, lui, il joue le rôle de Charles V, du vieux Charles V, vieux roi un peu fou. Et il joue aussi le docteur Caius dans Les Joyeuses Commères de Windsor. Donc, il joue en anglais du Shakespeare, à côté de Christopher Plummer, à côté de Jean-Louis Roux, de Jean Gascon, Guy Hoffman. Et là, la critique
est très bonne. On est très touché par le jeu de Gratien et Donc, sûrement que ça lui a donné confiance. Ça montre qu'il a une palette très large. Très large. Il est Et il se produit ceci aussi, c'est que les gens du TNM qui passent tout l'été avec lui dans ces deux productions le côtoient, discutent avec lui et cessent de le regarder de haut. C'est ça. Et commencent à le considérer comme un homme de théâtre important, un dramaturge en somme. Et donc, il y a tout ce succès, il reprend son élan et il a cette idée de fonder une institution au service des dramaturges d'ici. C'est la Comédie canadienne. C'était risqué comme projet. Il aura des appuis, mais c'était un projet risqué. C'était très risqué. Il n'y avait pas de ministère des Affaires culturelles. Je pense que c'est en 1960 que ça apparaît. Oui. Là, on est en 1958. Donc, Gratien ne pense pas qu'à lui. Voilà. Il pense vraiment à cette idée d'une culture qui se développe. Il pense à un théâtre qui va héberger cette dramaturgie québécoise. Et là, des auteurs comme Marcel Dubé, Félix Leclerc, Jacques Languirand, Guy Dufresne, Françoise Loranger et d'autres vont pouvoir présenter des pièces à la Comédie canadienne. Et il rachète un vieux cinéma qui est le Radio Cité, où Jean Grimaldi faisait des spectacles. Et il y avait du musical aussi. Et là, ce sont des rénovations de fond en comble qui devaient coûter 150 000 $ mais qui, en bout de ligne, en coûtent 400 000 sans compter l'achat du théâtre. Il y a des grandes idées. Voilà. Et tout ça, c'est... On ne faisait pas les choses à moitié, là. Hein? Et d'ailleurs, le théâtre de la Comédie canadienne, si on regarde le TNM aujourd'hui, c'est la même salle, bien, le théâtre est à peu près le même. Toute cette transformation et cette scénographie qu'on a au TNM, elle provient de Gratien. Et il y aura, par exemple, Marcel Dubé qui va pouvoir monter un simple soldat. Un simple soldat dans les premiers mois. Qui évoque un petit coq d'une certaine façon, mais ce n'est pas du tout la même chose, mais ça a un grand succès. Vous disiez, Pascal Gélinas, il avait une ambition pour le théâtre d'ici. J'ai trouvé un extrait extraordinaire dans la biographie d'Anne-Marie Scott, où il dit la chose suivante: « Ce sera la tâche de notre génération de faire accepter comme une chose normale et même inévitable la présence des dramaturges canadiens sur nos affiches de théâtre, de même que ce fut la responsabilité de la génération précédente de faire admettre au public snob la présence de comédiens canadiens en tête d'affiche. En effet, me rappelle Fred Barry, il fallait être français au début du siècle pour tenir un rôle de vedette sur nos scènes. Les acteurs canadiens devaient se contenter d'ouvrir les portes et de dire « Madame est servie ». Le public de la haute ne se serait pas dérangé pour un acteur canadien. Oui, et quand aujourd'hui on voit tout ce théâtre, Tremblay et d'autres, et qu'on voit ces séries formidables à la télé, où le langage du Québec, c'est une évidence. Si on parlait à la française, c'est ça qui clocherait, disons. Oui. Ben, il fallait que quelqu'un ouvre le sentier. Voilà, il l'a fait. Oui. Bouzé, il est juste. Parce que c'est bien beau de produire des dramaturges d'ici, mais il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup à la fin des années 50. La production était encore un peu anémique. Donc, il s'est dit, je vais en faire une. Une deuxième. Bouzé, il est juste. Oui. Bouzé, il est juste. C'est 1959. Et quand je vous rappelle, hein, c'est un procès. Peut-être vous pourriez résumer rapidement la pièce. Oui, c'est l'idée d'un simple d'esprit, non, d'un être très naïf, orphelin, qui vit dans une famille de Saint-Tite et qui est témoin du meurtre qui est commis par le fils de la famille, un des fils de la famille. Il est un témoin clé, Bouzille. Et la famille vient à Montréal pour le procès et éventuellement, on découvre que Bouzille est le seul témoin d'un moment fatidique de cette altercation qu'il y a eu entre deux hommes. Et ce qu'il dit peut faire condamner l'accusé et peut jeter sur cette famille la honte et tout ça. Donc, on va forcer Bouzille à transformer son témoignage. On va lui demander de ne pas dire certaines choses. Et Bouzille, qui est très croyant, qui est un ex-alcoolique,
ne veut pas, mais bon, il est forcé. Et finalement, au terme de ça, le procès a lieu, le fils est libéré. Et au moment où se termine la pièce et où la famille est contente d'avoir gagné son procès, ils sont dans une chambre d'hôtel. Le téléphone sonne et on apprend que Bouzille s'est pendu à Saint-Tite. Et là, tout rejaillit sur la famille et on comprend à la fin de la pièce que ces gens-là qui ont voulu s'en tirer, en opprimant un faible, en fait, vont y goûter, quoi. Oui, exactement. Et il y a comme une critique du mensonge, des doubles standards, De l'hypocrisie, d'une hypocrisie, d'une société. façade Oui. de croyance, mais on fait le contraire en dessous. Et c'est une critique très dure. Et Très dur. 59, c'est intéressant puisque c'est la fin d'une période chargée historiquement. Il y a quelque chose qui va, on dirait, Oui, les artistes annoncent les choses. Hein, toute comme... la bondieuserie Ouais. est critiquée là-dedans. Puis 1959, écoutez, la pièce s'est créée le 17 août 1959 et le 7 septembre, Maurice Duplessis Absolument. meurt. C'est vrai. Donc, c'est vraiment le début de la Révolution tranquille. C'est toute une effervescence qui commence à ce moment-là. La pièce a énormément de succès. En 1962, elle est présentée en direct de la Comédie canadienne, autant chez les anglophones du pays que chez les francophones. J'étais dans la salle à ce moment-là, j'avais 17 ans. Et la pièce va même être présentée à la télévision en Angleterre et en Irlande. Une pièce qui a beaucoup de succès, qui Ouais. va faire le tour du pays. On vient d'évoquer très rapidement Maurice Duplessis. Parlons un peu de politique, parce que la pièce suivante de Gratien Gélinas, hier, les enfants dansaient. Oui. C'est quoi? Je pense que c'est 65 à peu près. Il y a dans cette 66. pièce... 66, merci. Donc, dans cette pièce, il y a un conflit. Il y a un conflit entre un père et son fils. Un père, disons, fédéraliste, mais pour disons, un Canada français plus fort dans le Canada. Un avocat qui a eu beaucoup de succès et qui va être recruté, qui va être sur le point d'être recruté par le Parti libéral du Canada de l'époque, de Lester B. Pearson. Et le fils, tenté par le FLQ, plus que tenté, qui dirige une opération pour le FLQ. On ne parle jamais du FLQ, mais on comprend. C'est un groupe révolutionnaire. Donc, conflit idéologique, conflit de génération. Oui, c'est vraiment une tragédie grecque, si on veut, parce qu'il y a l'unité de lieu, de temps et d'action. Tout se passe dans le salon de cette famille bourgeoise. D'ailleurs, c'est la première fois que, un peu comme ce que Dubé faisait, c'est dans un milieu bourgeois que ça se passe. Et Gratien était fasciné par ce conflit des générations. Il se rendait compte justement que le mouvement indépendantiste était très actif, que les jeunes voulaient refaire le monde à leur façon. Et donc, il imagine ce conflit et il y a un avocat, justement, maître Louis-Philippe Gagnon, qui a eu deux fils. Était-il fédéraliste? L'histoire ne le dit pas, mais il a eu deux fils dans le FLQ. Et Jean Gagnon, à un moment donné, en prison, a écrit un poème dans lequel il y a cette strophe « Hier, les enfants dansaient. Ah, d'accord, c'est de là que Aujourd'hui, ça ils se vient. battent dans la rue, je ne sais pas trop. » Donc, le titre est apparu. Et Gratien a vraiment voulu... Il a vraiment voulu résumer le meilleur de chacune des deux positions, entre le fédéralisme... Parce qu'il n'y a pas de caricature dans cette pièce. Du tout. On ne peut pas dire, ni le jeune, ni le père ne sont caricaturés. Non. Et on n'a pas l'impression qu'ils tranchent. Et ces deux hommes qui s'aiment beaucoup, Oui. qui s'aiment beaucoup, mais qui sont forcés de se séparer parce que le père, on lui propose de devenir ministre au fédéral lors d'une élection et tout ça. Et le fils, à ce moment-là, est impliqué dans ce groupe terroriste qui ne tue personne. Par contre, c'est un groupe non violent, mais qui fait exploser des symboles. Et chacun va se livrer à la police, comme ça, pendant 14 jours jusqu'à l'élection. Donc, c'est un conflit qui ne peut être résolu. Les deux vont en sortir défaits, d'une certaine façon. Et Gratien voulait éclairer ce débat fondamental au pays. Et au Québec, les critiques sont plutôt tièdes. Pour la première fois, Gratien se rend compte que ça n'a pas passé. Il en est déçu. Mais
surprenamment, l'année d'après, c'est 1967, c'est le centenaire de la Confédération. Donc, on invite Gratien à jouer en anglais cette pièce au Confederation Center à Charlottetown. Moi, je jouais le rôle du second fils. Ah oui? J'avais 2 répliques, je faisais la régie. Mais mon frère Yves faisait le fils. En français, c'était Yves Letourneau qui faisait le père, mais en anglais, ça devient Gratien. Et c'est Huguette Oligny, qui deviendra sa deuxième femme, qui joue le rôle de la mère. Et là, le résultat est complètement différent. Le public canadien-anglais est touché par cette pièce, découvre avec un homme qu'il estime beaucoup, qui est Gratien, il découvre What Does Quebec Want? Oui, En fait, il découvre le problème de velléité d'autonomie Encore du Québec. là, vous voyez, 67, c'est Charles de Gaulle, le PQ va être créé. C'est justement Ça l'été. annonçait, oui. Justement l'été où Charles de Oui, Gaulle lance sa célèbre phrase et ça amène du monde dans la salle, c'est sûr. Alors, les gens venaient après la pièce, dans la coulisse, et ils disaient, Monsieur Gélinas, vous devez sûrement vivre ça dans votre famille, c'est terrible. Et c'était pas le cas. Non. Non, c'était pas le cas. Donc, il met en scène ce conflit des générations, mais ce conflit des générations, il le vit dans le monde du théâtre, puisque ce qu'on apprend, c'est qu'en 68, la fameuse pièce de Michel Tremblay, Les Belles-Sœurs, lui est proposée. Oui. Évidemment, la Comédie canadienne, ça allait de soi, et il la refuse. Oui, la pièce se cherche un théâtre, et puis mon frère Yves, qui adorait cette pièce, fait écouter un enregistrement d'une lecture publique. Et Gratien est horrifié par le joual. C'est quelque chose qu'il ne peut pas accepter. Ça va au-delà de sa conception de l'écriture. Il va dire à Michel Tremblay, quelques années plus tard, « Écoute, j'ai compris éventuellement ce que tu voulais faire. » Mais ce rendez-vous historique entre Michel Tremblay et la Comédie canadienne ne s'est pas fait cette fois-là. Et la Comédie canadienne, en 1971, connaît de très graves ennuis financiers, doit cesser ses activités. Mais il y a le joual, mais il y a aussi l'éclatement de la forme théâtrale qui semble l'irriter. Il dit, à la fin de l'été 1968, « J'ai d'ailleurs l'impression de ne plus être de mon temps au théâtre. Un public de plus en plus restreint, jeune, snob ou faisandé, forme l'opinion publique au théâtre. Quand on n'a pas les jeunes au théâtre de nos jours, on ne va pas bien loin, car l'autre public de plus en plus reste dans ses pantoufles à la maison et à regarder la télé. Or, je n'ai pas l'audience des jeunes. Le théâtre étant devenu un théâtre de chapelle, je n'ai plus rien à y faire, moi qui ai toujours fait un théâtre pour la masse. » Voilà. Donc, il se sent coupé des nouveaux courants en théâtre. Et il se sent un peu vieux jeu, si on veut, d'une certaine façon. Le temps file, Pascal Gélinas. Ceci dit, il en fera du théâtre pour une dernière fois. Oui. Il propose une dernière pièce en 1987, La Passion de Narcisse Mondoux. Parlez-nous de cette pièce et qu'est-ce qu'elle révèle sur un volet peut-être plus personnel de sa vie? On va conclure là-dessus. Elle est créée en 1986. En fait, quand je suis bébé, en 1946, il tombe amoureux d'Huguette Oligny. C'est secret, peu de gens le savent. Il aime cette femme, leur amour a-t-il été consommé? L'histoire ne le dit pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Huguette ne veut pas briser ce foyer. Et bon, il va travailler avec elle quand même, il va l'engager pour jouer Nanticoke. Et lorsque ma mère décède en février 1967, après une longue maladie du cœur, il réengage Huguette pour jouer dans Hier les enfants dansaient. Et bon, ils vont se marier quelques années plus tard. Et là, Huguette, en 1983, le quitte. Elle retourne vivre à Montréal alors qu'il est à Oka et lui veut la retrouver. Donc, il écrit cette pièce à 2 personnages, La Passion de Narcisse Mondoux, où un vieux plombier à la retraite qui a été amoureux il y a longtemps d'une femme, et là, la femme est devenue veuve. Autrement dit, ils peuvent enfin se retrouver et il essaie de la conquérir et c'est ce qui se passe. Il réussit à la conquérir. Et comme elle veut devenir mairesse, il va devenir le second violon, ce qu'il n'a jamais fait dans la vraie vie.
mais c'est une pièce féministe, si on veut, d'une certaine façon. Alors, écoutez, pour conclure, Pascal Gélinas, si on avait à choisir une des 4 pièces qui, selon vous, va être jouée dans 100 ans, encore dans notre dramaturgie québécoise, laquelle vous penseriez qui risque de durer? Ben, je pense que Bouzille, il est juste, et sûrement cette pièce-là, je pense. Ticoc est rattaché à une époque un peu plus, alors que Bouzille, c'est universel. C'est vraiment... et par exemple, à l'automne, le Théâtre de la Bordée a fait une très belle production de Bouzille avec Christian Michaud interprétant Bouzille de façon très convaincante. C'est un rôle difficile à jouer. Et les enfants des écoles primaires reprennent aussi les Fridolinades. Les Fridolinades, Gratien a republié ces textes-là. C'est devenu des productions que Denise Filiatro a fait. Ça a eu énormément de succès. Et ça aussi, je pense que ça va durer. Parce que c'est c'est un reflet de l'époque qui est exceptionnel. Mais pour répondre à votre question, c'est Bouzille, je pense, qui... Et qu'est-ce que vous retenez de ce parcours hors norme, en un mot? Qu'est-ce que vous retenez, vous? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé de ce personnage, qui a été votre père et que vous avez aussi essayé de comprendre comme documentariste? Ben, j'ai trouvé d'abord qu'il a fait de beaux enfants. Ah, ça c'est... Mais essentiellement, c'est un homme qui a vécu ce manque de reconnaissance et d'amour toute sa vie, qui en a souffert, qui a tout fait pour l'obtenir, qui n'a jamais été satisfait, même s'il a été décoré de l'Ordre du Québec, de l'Ordre du Canada et tout ça, mais qui avait cette résilience étonnante, c'est que au lieu, dans le fond, de tomber dans l'alcool ou la drogue ou le pessimisme, il a transformé ça en création. Et il a transformé ça en montrant la société qui l'avait fait souffrir d'une certaine façon. À l'époque où ses parents se déchiraient, il y a toutes sortes de choses qu'il ne fallait pas dire, et il les a dites. Et il a dit tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Et c'est devenu un miroir de cette société absolument unique, un précurseur. Pascal Gélinas, merci beaucoup. Merci. Pour cet entretien.